Bonjour, je vais vous parler d'une forme de vulgarisation atypique en éthologie, celle d'une histoire personnelle autour de l'écriture de ce livre « Les chevaux nous parlent si on les écoute ». C'est dans le cadre de ce colloque intitulé « Telling Science, Drawing Science », présenté en juin 2022 à Angoulême. Alors déjà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai écrit ce livre, qu'est-ce qui m'a motivé à le faire, et puis quelles sont les spécificités de cet ouvrage, et comment il a été reçu par ses lecteurs. Alors, avant de rentrer plus en avant sur les motivations de l'écriture du livre, je vous explique qui je suis. Donc je suis Hélène Roche, j'ai un DESS d'éthologie appliquée, donc c'est une discipline d'éthologie qui étudie le comportement des animaux, humains compris. Le DESS, pour les plus jeunes, c'est l'équivalent aujourd'hui d'un Master 2 professionnel. Moi, je me suis spécialisée sur les chevaux par ma passion pour cette espèce depuis ma petite enfance, et par les stages donc, que j'ai pu suivre pour me spécialiser vraiment auprès de spécialistes comme Martine Osberger, Léa Lansade, Marie-France Bouissou ou encore Claudia Fay. Mon activité depuis 2007, c'est de faire le lien entre les travaux des chercheurs en éthologie et les personnes qui sont intéressées, ont besoin de ces connaissances dans le cadre de leur travail, par exemple des enseignants d'équitation, des éleveurs, ou des personnes qui côtoient les chevaux pour leurs loisirs, des cavaliers, des propriétaires, etc. Et donc mon travail, c'est de la vulgarisation, de la médiation, selon du point de vue duquel on se place, sur le comportement équin. C'est principalement en salle que j'interviens, dans toute la France, donc sous forme de formation à la journée, de colloques, de séminaires, et je fais principalement donc, des présentations avec un support visuel, donc type PowerPoint, quelques ateliers d'observation si les lieux s'y prêtent, et puis quelques semaines par an, j'amène des personnes observer des chevaux en conditions de vie naturelles à l'association TAC sur le Causse Méjean, comme on peut voir sur cette photo. Avant de parler donc, de ce livre, Les chevaux nous parlent si on les écoute, j'ai écrit plusieurs livres, j'ai écrit 3 livres auparavant, donc sachant que le livre dont je vais vous parler, je l'ai écrit en 2017. Donc j'en ai écrit 3 autres auparavant, qui sont, je dirais, des livres de vulgarisation classique. Dans le sens classique, j'entends que ça suit les conventions d'écriture que j'ai apprises à l'université, c'est-à-dire faire une synthèse bibliographique de manière impersonnelle, donc être à distance par rapport à son sujet, parler de façon impersonnelle, et citer ses références, bien sûr, qui sont dans la forme quand même vulgarisée, notifiées par des petits numéros qui renvoient à des notes de bas de page ou à des listes en fin d'ouvrage. Et moi, dans ma manière de faire, dans les 3 ouvrages, j'ai aussi beaucoup d'illustrations sous forme de photos, principalement, photos qui sont légendées. Donc ça, c'est mes 3 précédents livres, et on voit une double page ici du premier livre que j'ai écrit, donc en 2008. Donc comment est arrivé ce livre? Qu'est-ce qui m'a motivé à l'écrire? Eh bien, en fait, il est né plutôt d'un malentendu plus que d'un choix. Un éditeur m'a contacté en 2017 pour me demander d'écrire un livre sur la communication chez les chevaux. Or, j'avais déjà écrit un chapitre dans mon premier livre à ce sujet, donc qui était une synthèse bibliographique, et donc je ne pouvais ni m'auto-plagier, ni réinventer l'eau chaude, sachant qu'il y avait eu très peu de publications sur ce sujet depuis que j'avais écrit. Donc ce que j'ai proposé, c'est d'écrire d'une autre manière sur la communication des chevaux, à savoir raconter une histoire, celle de mon propre cheval Caco, que je côtoyais depuis 15 ans à ce moment-là. Donc de raconter comment lui il communique avec les humains, moi en l'occurrence dans la plupart des cas, et avec ses congénères aussi puisqu'il vivait en groupe. Et donc j'ai proposé d'écrire un récit à la première personne, où je dis je et je raconte des anecdotes que je mets en perspective avec des publications scientifiques sur une thématique qui se rapproche des anecdotes que j'ai pu vivre avec Caco. Et de faire quelques encadrés aussi sur un ton cette fois-ci impersonnel pour expliciter des concepts dont je peux parler dans l'ouvrage ou mettre en avant plutôt une expérience qui a fait date dans l'histoire de l'éthologie. Donc j'ai proposé ça à la personne qui m'a contactée. On a eu plusieurs échanges et donc elle m'a dit ok. Donc j'ai réfléchi à un plan et je me suis lancée dans l'écriture.
Et une fois que j'avais bien avancé dans l'écriture, j'ai soumis mon travail à la personne avec qui j'étais en contact. Et puis là, silence radio. Pendant 2 mois et demi, j'ai pas eu de retour de la personne avec qui j'étais en lien. Et puis finalement, elle est revenue vers moi en me disant que sa supérieure, ça ne lui convenait pas. Qu'elle voulait que mon récit personnel passe au second plan et que ce que j'avais écrit dans les encadrés soit au premier plan. Et donc que j'écrive plutôt sur un ton impersonnel. Ce à quoi j'ai répondu que je ne pouvais pas, qu'on en avait déjà parlé, et que donc je ne pouvais pas faire ce qu'elle me demandait. Donc la perspective de collaboration s'est arrêtée là, et j'ai proposé mon manuscrit à un autre éditeur, qui est celui qui avait édité mes 3 précédents ouvrages, et lui l'a accepté. En écrivant ce livre, au-delà de la commande de répondre donc, à cette commande d'écrire sur la communication des chevaux, j'avais envie, pour mes lecteurs, de développer ce que j'ai appelé l'esprit critique. Alors là, je remercie le relecteur de TSDS qui a relu mon manuscrit et m'a demandé de préciser l'esprit critique. Donc je remercie Éric Triquet d'avoir poussé ma réflexion sur ce plan-là. Moi, qu'est-ce que j'entends par esprit critique? C'est d'éviter de recourir à des raisonnements, je dirais, parfois un peu trop simplistes, éloignés de la réalité des animaux, qui vont nous amener, basés sur nos intuitions, à interpréter des comportements de manière erronée. Je vais plutôt essayer de faire en sorte que le lecteur soit dans une démarche de réflexion, réfléchisse à des événements passés, se questionne sur des choses qui peuvent lui paraître évidentes, qu'il ait des hypothèses, qu'il quantifie les faits, qu'il adopte des critères observables, et donc observable, qui dit observable dit quantifiable, plutôt que de ramener tout à des intuitions, je disais, mais aussi des sensations, des sentiments ou des émotions. Ça ne veut pas dire les mettre complètement de côté, mais c'est essayer de les étayer et les rendre plus solides. Et puis s'appuyer aussi sur des connaissances existantes et mettre en perspective les observations qu'on a pu faire. Donc ça, c'était côté lecteur. Me concernant, j'avais envie aussi de valoriser les anecdotes, parce que partager des anecdotes, je le fais oralement dans mes interventions, de plus en plus je m'autorise à le faire, mais pendant très longtemps je me suis auto-censurée et par écrit je ne l'avais jamais fait, puisque dans ma discipline c'est quelque chose qui est plutôt mal perçu, absolument pas valorisé, voire complètement décrié. Or dans l'éthologie, historiquement dans cette discipline, on avait des récits plutôt de description du comportement des animaux, donc pendant très longtemps ça a été plutôt qualitatif plus que quantitatif, alors avec les défauts que ça comporte, c'est aussi pour ça qu'on est allé vers une objectivation autant que possible, une quantification des observations, mais on est allé tellement loin, je dirais qu'aujourd'hui on ne peut plus publier sur le qualitatif uniquement, et même publier des études de cas sur un animal qui se serait comporté de telle ou telle façon, c'est plutôt mal vu, et encore plus mal vu d'exprimer son point de vue, de sortir de sa, comme je dis, de sa réserve de scientifique. Et en lisant la philosophe Vinciane Després, appuyée aussi parfois par sa collaboration avec la sociologue Jocelyne Porcher, j'ai été encouragée dans cette idée que les anecdotes pouvaient avoir une valeur, elles pouvaient faire science, si on savait les exploiter pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus faire que des anecdotes ou que de la quantification, on n'oppose pas les deux peuvent se nourrir les unes les autres. Et donc, si on a des anecdotes, on peut très bien adopter un langage qui peut faire science. Et puis si on n'est pas scientifique nous-mêmes, que c'est quelqu'un qui nous raconte des histoires d'après ses observations sur les animaux, eh bien c'est à nous, scientifiques, de mettre en mots qui nous conviennent et qui traduisent des concepts, des théories, ce qu'une personne a pu raconter avec son propre langage. Donc après, il y a un travail, je dirais, d'ajustement de langage, c'est un travail quelque part d'interprète. Et donc en ça, voilà, ces 2 personnes-là, pour moi, m'ont inspiré et encouragé à franchir le pas. Le livre aussi de Temple Grandin, qui est connue, elle, pour ses travaux, c'est une personne qui est autiste, qui a fait des études universitaires et beaucoup publié sur l'aménagement des abattoirs aux États-Unis et au Canada pour les bovins principalement. Donc moi je connaissais ses travaux en tant que chercheuse, donc ses travaux scientifiques publiés dans des revues scientifiques, et elle a aussi écrit des livres, dont L'interprète des animaux que j'ai lu, et qui met en avant
l'importance et la valeur du point de vue d'une personne dans ses travaux scientifiques. Comment ça peut guider une manière de voir le comportement des animaux. Et puis en 2017, Éric Baraté, qui est historien, lui est allé encore plus loin en écrivant des biographies animales du point de vue des animaux, en racontant à travers les yeux et les sens des animaux comment ils avaient pu vivre certaines situations. Par exemple, ce chimpanzé qui, au début du XXe siècle, dans un zoo de Londres, avait appris à boire le thé, était habillé en costume. Et donc il s'appuie sur des travaux de l'éthologie pour raconter comment les animaux ont pu vivre ces situations et les percevoir de leur point de vue. Comme moi j'ai écrit en 2017, ça m'a encore plus conforté dans l'idée que je pouvais franchir le pas et faire science avec des anecdotes me concernant et concernant mon cheval, Kako. Et donc ce livre, dont vous voyez une double page ici, avec par exemple un encadré et puis le texte, donc qui n'est pas du tout illustré à part la couverture, c'est pour moi un livre de vulgarisation, puisque j'y partage des connaissances scientifiques, mais quand on demande aux lecteurs qui ont participé à une enquête que j'ai diffusée et dont je reparlerai, de le qualifier par rapport à des ouvrages déjà existants, de vulgarisation ou des romans, il n'y a pas un ouvrage qui remporterait toutes les adhésions ou qui aurait un pourcentage d'adhésion très fort. Et même certains lecteurs qui, dans d'autres questions, vont dire que ce livre est bien un livre scientifique, par le contenu qu'il va amener, n'est pas scientifiquement correct au regard de ce qui se fait habituellement. Donc ils perçoivent bien, pour certains, qu'il y a une transgression des codes d'écriture, des codes narratifs habituels en sciences et en éthologie en particulier, puisque c'est ce qui me concerne. Quand j'ai demandé aussi si donc, cet ouvrage pouvait se rapprocher de romans qui avaient raconté des histoires de chevaux ou d'ânes, donc d'équidés, Black Beauty, Les Talons Noirs ou Cadichon dans les Mémoires d'un âne, c'est pareil, il n'y a personne qui donne une adhésion forte vers l'un ou vers l'autre. Alors on peut se dire aussi que ces romans sont des romans de fiction, alors que moi je raconte des faits réels. Donc quelque part, ce livre, il peut être de la vulgarisation, mais en même temps, tout le monde souligne qu'il est vraiment atypique et qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent. Quand j'en ai parlé avec une amie haute qu'au sérieux qui est didacticienne, elle m'a dit qu'il y avait un colloque dans lequel on discutait de comment faire science autrement, par des images ou des récits, et que ça pouvait m'intéresser. Donc en effet, ça m'intéresse grandement de me rapprocher de communautés qui réfléchissent à comment on peut transmettre des connaissances sous une autre forme que, je dirais, de la vulgarisation assez classique et conventionnelle, telle qu'on peut l'envisager une fois qu'on sort de l'université avec un cursus, je dirais, dans lequel on ne discute pas spécialement de transmission des sciences à un autre public que nos pairs, PAIRS. Alors comment ce livre a-t-il été reçu ? Eh bien, il a été donc publié chez Belin en 2018 et j'ai eu l'agréable surprise d'être lauréate du prix Pégase la même année, donc en automne, quand moi mon livre est sorti au printemps. Et ce prix Pégase, il est remis par l'académie du même nom, l'Académie Pégase, qui récompense dans la plus grande majorité des cas des romans, comme L'écuyer mirobolant de Jérôme Garcin, ou des contributions historiques, comme celle de Claude Millot, qui a parlé de la place des chevaux dans la Première Guerre mondiale. Et puis il y a quelques ouvrages ou apports plus atypiques, comme de la poésie ou de la vulgarisation scientifique, qui a récompensé l'un des livres de Michel-Antoine Leblanc, qui là est de la vulgarisation, je dirais, plus tout à fait conventionnelle, tel que ce que j'ai pu faire dans mes précédents ouvrages. Et quand le jury m'a exprimé les raisons de son choix, il m'a dit que c'était une autre manière de parler des sciences appliquées au cheval, et que en ça les avait intéressés, et que ça manquait, et que ça les avait mis aussi dans une situation de comprendre, et que ils aimeraient bien qu'il y ait d'autres ouvrages de ce type-là qui existent. Donc, pourquoi je parle de ce prix-là ? Parce que moi, en écrivant ce livre, je prétendais pas spécialement faire de la littérature. Je me disais qu'il fallait que j'écrive, que je fasse peut-être un effort d'écriture par rapport à ce que je pouvais raconter. Donc j'ai utilisé de l'humour, par exemple, pour le raconter. Ça, les lecteurs l'ont souligné. Mais j'avais pas de prétention littéraire.
plutôt une prétention habituelle de faire de la vulgarisation. Et donc là, d'avoir un prix qui est un prix littéraire, c'est quand même une surprise, et ça dénote aussi d'une caractéristique, je dirais, atypique par rapport à ce que je fais dans mes ouvrages habituellement. Et du côté du public, des lecteurs, je dirais probablement plus habituels, j'ai eu des témoignages assez rapidement spontanés, par email, par Messenger par exemple, ou des partages sur Facebook aussi. Donc des partages et des témoignages, soit par écrit, soit avec des photos, pour me dire que ce livre plaisait. Mais surtout, ce qui m'a amusé, c'était de voir aussi que ce livre, quand je recevais des photos, il voyageait, il partait en vacances avec les différentes personnes qui m'envoyaient leurs images, en avion, au bord de la plage, à Disneyland, ou au bord d'un jardin avec ses chèvres, comme ici Pauline. Eh bien, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas eu avec mes livres précédents et que je n'ai pas non plus avec le livre suivant, qui est dans la même veine que les 3 premiers, qui est plutôt de la vulgarisation. Donc de nouveau, ce livre est différent de ceux que j'ai déjà écrits. Donc ça, c'est quand même une caractéristique. Et donc, si on essaye de comprendre un petit peu plus ce qui fait ce livre et ce qui fait ses spécificités, on peut aller dans l'enquête que j'ai réalisée dans ce but. Donc cette enquête, je l'ai réalisée avec l'aide d'Aude Cossarieux, qui est, je le disais, didacticienne. Et l'idée était d'avoir un peu plus d'éléments pour discuter de quel est ce livre, pour le présenter au colloque. Et donc cette enquête, on l'a réalisée en ligne, je l'ai diffusée sur ma page Facebook, donc elle pouvait être ensuite repartagée, et puis également aux abonnés de ma lettre d'information. Donc là on a un bon biais d'échantillonnage puisque je l'ai diffusée auprès de personnes qui potentiellement me connaissent de près ou de loin, et encore je dirais de pas très loin parce que si c'est partagé par les contacts de mes contacts, donc ça reste dans un champ je dirais assez proche, donc potentiellement je l'ai partagé plutôt à des gens qui me connaissaient. Il y a eu 610 participants, dont un peu plus de la moitié concerne des personnes qui n'ont pas lu le livre, parce que je souhaitais avoir des personnes qui ne l'avaient pas lu pour essayer de voir si j'avais des caractéristiques qui pourraient du coup être propres au livre que je proposais, qui n'étaient pas dans la veine de ceux que j'avais écrits auparavant. Par exemple, j'ai demandé aux lecteurs et aux non-lecteurs, du coup, dans les deux cas, s'ils avaient l'habitude de, entre guillemets, consommer de la vulgarisation scientifique. Donc d'écouter des podcasts, de lire des blogs, d'acheter des magazines ou de lire des magazines en ligne, de lire des livres de vulgarisation, de lire tout court. Et ce qui ressort, c'est qu'il ressort rien de très net. Il n'y a pas, d'après l'enquête que j'ai menée, de différence entre ceux qui ne l'ont pas lu et ceux qui ont lu ce livre. Donc je vais m'attacher plutôt là aux personnes qui ont lu le livre. Donc il y a 231 personnes qui ont complété l'enquête et qui ont répondu à 14 questions. 14 questions qui étaient avec des degrés d'accord, donc une échelle de Likert, par rapport à des propositions que je formulais, et quelques questions qui... on pouvait les compléter par des commentaires libres, et puis il y avait 3 questions où clairement, elles, ce n'étaient que des commentaires libres qui pouvaient être formulés. Donc là, je vais m'attacher dans cette communication orale à parler plutôt de l'analyse des commentaires libres, donc du qualitatif plus que du quantitatif. La partie quantitative, vous la trouverez dans ma contribution écrite. Donc parmi ces 87 commentaires libres, certaines personnes ont pu commenter 2 fois, donc vous verrez que là il y a parfois, on dépasse 87, voilà, 87 commentaires libres qu'on a pu analyser. Donc ce qu'on constate, c'est qu'on peut regrouper les commentaires en 4 thèmes. Donc voici les 2 premiers. Les 2 premiers concernent la transmission d'informations et le questionnement. Donc le thème 1, ce livre nous éveille et nous pousse à nous questionner, pour 66 commentaires. Et le thème numéro 2, j'y ai trouvé des informations, pour 36 commentaires. Donc là on est bien sur les objectifs que je m'étais fixés, qui étaient d'amener, susciter le questionnement, la réflexion, et aussi de transmettre des informations. Donc c'est tant mieux, puis c'est confirmé aussi par des questions fermées, donc avec des degrés d'accord, et ça on le retrouve aussi
la transmission d'informations, il y en a. Donc ça c'était attendu et espéré, donc tant mieux, j'ai rempli ma mission que je m'étais fixée. J'ai deux autres thèmes, donc le thème numéro 4 que j'ai pas écrit ici parce que c'est très simple, c'est « Je n'ai rien appris ». Donc dans le thème numéro 4, il concerne 4 commentaires qui sont formulés par des personnes qui se sont par ailleurs pas exprimées dans les thèmes 1, 2 ou 3. Donc ce ne sont pas celles qu'on va pouvoir retrouver là. Donc je les mets de côté, on a toujours des personnes qui, que ce soit en formation, en présentiel d'ailleurs, considèrent qu'elles n'ont pas appris de choses en venant assister à une formation ou en lisant tel ou tel ouvrage. Donc le thème numéro 3, qui m'intéresse le plus ici, c'est, par exemple, ça a été formulé comme ça, pour 41 personnes qu'on peut regrouper sous ce thème-là, vous m'avez conforté dans ma manière de penser. Et là, il y a des sous-catégories qui concernent le gain d'assurance dans les décisions, donc certains ont pu le préciser, d'autres pas, ou dans la manière de s'exprimer, de nouveau, certains ont pu donner des exemples, d'autres pas, et puis une sous-catégorie encore, c'est de se sentir moins seul dans la manière de concevoir sa relation avec les chevaux, le sentiment d'appartenir à une communauté, alors que la personne pouvait se sentir isolée auparavant. Donc on peut avoir des personnes qui ont, sous ce même commentaire, appartiennent aux 3 sous-catégories, je dirais. Et donc ça, pour moi, c'est assez inattendu, parce que je pensais pas être dans cette configuration de conforter des personnes dans leur manière de penser. Et surtout, ce qui me pose question, c'est est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que c'est souhaitable d'être conforté dans sa manière de penser ? Donc moi, en tant que médiatrice, est-ce que c'est un élément qui est en ma faveur et va me permettre d'amener d'autres informations, d'autres éléments parce que j'ai une porte entrebâillée et je peux rentrer par là dans la, la réceptivité à des informations. Donc ça c'est une question, je ne sais pas si en didactique c'est quelque chose qui a été étudié. Et inversement, est-ce que au contraire ce ne serait pas figer quelqu'un dans sa manière de penser et du coup la rendrait hermétique, imperméable à d'autres apports que moi je pourrais avoir. Alors peut-être pas moi, mais peut-être, j'imagine, d'autres personnes. Et que, du coup, ce soit un frein, finalement, à la transmission ultérieure. Donc ça, c'est une question que j'ai en suspens, à laquelle je n'ai pas de réponse, et qui, à mon sens, serait intéressante à étudier. Et puis, par ailleurs, je ne sais pas non plus, toujours, ce que ça signifie être conforté dans sa manière de penser. De quoi s'agit-il, précisément ? Donc, je vous dis, dans certains cas, j'ai eu des exemples très précis, et puis dans la majorité des cas, j'ai pas d'exemple extrêmement précis. Donc ça, c'est pour moi une interrogation et éventuellement des perspectives de recherche. Donc, qu'est-ce qui me reste comme perspective à envisager ? Je pense qu'on pourrait réfléchir à la catégorisation de ce récit, qui pour moi n'est pas défini. Est-ce qu'il existe des ouvrages similaires ? Alors, suite à la conférence et aux échanges que j'ai pu avoir avec les personnes qui assistaient, certains m'ont dit qu'en sciences humaines, c'était assez fréquent d'avoir des récits racontés du point de vue du narrateur, qui donc parle à la première personne, et il parle d'égo-récits, donc par exemple en histoire ou en anthropologie aussi. Donc voilà, probablement ça existe, peut-être pas en éthologie, moins en tout cas, moins récemment, et surtout sur le fait d'anecdotes. Il y en a eu, mais est-ce que il y avait cette volonté de transmission et aussi est-ce que ça appartient à un style qu'on peut définir, et puis est-ce que c'est nécessaire de définir ce style, je sais pas. En tout cas, ce serait intéressant d'aller voir d'autres récits de ce type-là et de voir si par exemple ils ont des points communs, qu'est-ce qui fait des points communs ou des différences. Et puis je pense que je pourrais moi avoir intérêt à approfondir ce que les lecteurs croient et savoir si c'est bénéfique ou pas pour la transmission. Et enfin, la question que je me pose, et je pense que le temps fera son œuvre pour y répondre, c'est l'accueil positif qu'a eu ce livre. Est-ce qu'il est temporaire ou est-ce qu'il est amené à durer ? Est-ce qu'il s'inscrit dans une époque, par exemple ? Alors, j'ai 4 années de recul au moment où je parle, 2018, 2019, 2020 et 2021. 2022 étant en cours, et donc là j'ai pas de retour sur ça. Mais en 2021, il y a eu une augmentation des ventes. Alors, on peut se dire, c'est peut-être le livre, mais il y a quand même deux autres facteurs qui peuvent expliquer
une augmentation des ventes. Déjà, de manière générale, 2021 a été une bonne année pour les libraires, et donc ça c'est tous ouvrages, toutes catégories confondues. Donc c'est pas spécifique à mon ouvrage. Et aussi, fin 2019, la collection équitation de chez Belin, de l'éditeur Belin, a été vendue à un autre éditeur, Vigo, qui a un autre réseau de distribution, qui a pu pousser les ventes des ouvrages, et donc moi c'est un petit peu le cas sur tous mes ouvrages. Donc voilà, il y a des effets confondus, ce qui fait que c'est difficile de savoir si vraiment c'est un succès qui est lié à une nouveauté, je dirais, voilà, l'effet nouveauté, ou s'il peut être amené à durer. Donc voilà pour les perspectives. Je vous remercie de votre attention pour l'exposé, et je vais maintenant aborder une question qui m'a été posée parmi les quelques-unes que j'ai pu retenir. Il y a une question qui a été posée, c'est est-ce que votre livre il s'inscrit aussi dans une certaine éthique? Et donc à cette question, j'ai répondu que moi je prétendais pas être dans l'éthique, je n'avais pas cette prétention-là. Maintenant, je défends aussi un point de vue, donc je suis pas non plus neutre, ça c'est sûr. Et peut-être aussi que ma manière de raconter une relation avec un cheval, et de le raconter de ce point de vue-là, et de parler d'un cheval plutôt que de l'équitation, et bien ça ça s'inscrivait dans une époque, que c'était peut-être aussi ce qui était attendu aujourd'hui dans notre société, qui est vraisemblablement dans un changement de regard sur notre rapport aux animaux. Et je donne un exemple et une anecdote que j'ai vécue en allant chez un médecin. Cette personne me voit, on discute un petit peu, et puis elle me dit ah oui, et donc vous aimez l'équitation? Et je dis non. Alors la personne était un petit peu déstabilisée, et tout de suite je lui dis non, moi ce que j'aime pas en premier, c'est pas l'équitation, même si j'apprécie l'équitation, ce que j'aime ce sont les chevaux. Et donc ça je pense que c'est aussi ça que je raconte dans ce livre. C'est une autre manière de parler des chevaux et de plus les considérer juste comme des faire-valoir, et vraiment parler d'eux en tant qu'individus et les considérer voilà, pour ce qu'ils sont. Donc voilà pour une question à laquelle j'ai pu répondre et que je trouvais un petit peu assez intéressante, en tout cas à partager. Et après donc cette diapositive qui était ma diapositive de fin, lors de l'exposé, nous avons eu aussi le plaisir durant ces 3 jours de colloque d'avoir 2 dessinatrices, Morgane Parisi et Naïs Koch, qui croquaient les intervenants et qui du coup avaient des dessins concernant chacune des interventions qu'on voyait en fin de session. Donc je vous en fais part ici. Donc voici probablement Kako qui murmure à mon oreille. Et je parlais donc de biais d'échantillonnage dans mon enquête en ligne. Donc peut-être que certains chevaux ont participé, ça, ils sont peut-être déguisés derrière les humains qui ont tapé sur les claviers, ça c'est bien possible. Et enfin, donc ça c'était assez amusant aussi parce que ça se retrouve quand même régulièrement, que les illustrateurs et les illustratrices ont parfois du mal, alors qu'ils sont brillants dans tout ce qu'ils font, ils ont un trait vraiment spontané et très chouette, et bien les chevaux leur posent problème. Donc c'était le cas de Morgane qui suait à grosses gouttes en se disant que là, sur cette intervention-là, ça allait être compliqué de pouvoir dessiner des chevaux parce qu'elle savait pas les dessiner, alors que Naïs s'est bien amusée parce qu'elle aime beaucoup dessiner des chevaux. Donc voilà, donc ça c'était pour le petit clin d'œil des illustratrices qui sont capables aussi d'autodérision et de se croquer elles-mêmes en pleine action. Et donc je les remercie aussi d'avoir su capter des instants de ma présentation. Eh bien merci de votre attention, cette fois-ci c'est fini pour de bon.